Quand Amélie de Montchalin, Christian Parizeau nous dit « Attention, ça pourrait être le FMI », c'est juste un chiffon rouge. Oui, alors déjà, qu'est-ce qui pourrait se passer pour faire appel au FMI? Il faudrait que la France aille les marchés obligataires, les gens qui vous prêtent tous les jours, décident de vous prêter à des taux d'intérêt qui sont plus soutenables. C'est ça qui fait la soutenabilité de la dette en France. C'est pas le fait, alors il y a le niveau d'endettement, mais c'est surtout à quel niveau vous empruntez de l'argent auprès des marchés et à quel niveau vous renouvelez votre dette, puisque l'État renouvelle tous les jours sa dette et ne rembourse pas le capital, mais il faut qu'il puisse faire face à la charge d'intérêt. Et donc forcément, si vous empruntez à 0,1%, à 2%, c'est soutenable, à 3%, ça l'est. Et puis si d'un seul coup, les gens veulent vous prêter, mais qu'à 7%, et ben là, vous allez dans le mur. Et Italie 2011. Voilà, c'est le cas classique. Donc vous êtes dépendant des marchés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit votre couleur politique, vous serez dépendant des marchés. Même M. Trump, il a dû céder aux marchés obligataires quand c'est parti en vrille sur les marchés obligataires américains. Donc vous avez beaucoup de puissance en étant politique, mais vous êtes limité par les marchés. Il faut que les gens veuillent bien vous prêter. Et ce qui se passe, c'est que si un jour vous avez ce marché obligataire qui se referme, eh ben, il va falloir trouver un financement pour l'État, ou sinon vous arrêtez de payer les fonctionnaires, tout s'arrête dans le pays. Donc le seul moyen à ce moment-là, c'est d'avoir un mécanisme. Alors, historiquement, c'était le FMI. Le FMI venait, vous donnez un plan de restructuration et vous prêtez de l'argent, puisque le FMI a des réserves qui permettent d'aider les pays. Bon, ça c'est vrai dans les pays en voie de développement, mais c'est plus vrai pour nous, puisque maintenant on est dans la zone euro. Et maintenant il y a un mécanisme qui a été mis en place après la Grèce, après ce qui s'est passé en Grèce, après ce qui s'est passé en Italie entre autres, mais après quand on a eu la crise des souverains. Et donc ce mécanisme permet aujourd'hui à la BCE d'acheter votre dette, d'acheter votre dette sur les marchés, donc de vous financer quelque part, mais sous condition d'une restructuration. Donc notre interlocuteur, si jamais on perdait la confiance des marchés, c'est pas le FMI, c'est la BCE et les instances européennes. Le TPI notamment. Voilà, c'est différent. Alors, il y a différents mécanismes, différentes échelles de mécanismes, mais qui permet. Alors ce qui est important et ce qui a vraiment changé par rapport à il y a un an, et ça, c'est quand même important, et ce qui joue beaucoup dans la confiance des marchés, c'est qu'il y a un an, c'était très compliqué pour la BCE d'intervenir massivement sur la dette des États. Pourquoi? Parce que la BCE, à l'époque, elle luttait contre l'inflation. Et donc, d'un côté, c'est quand même compliqué d'envoyer un message, je monte les taux d'intérêt. Alors, elle commençait à baisser les taux au mois de juin, mais elle était encore en pleine période d'inflation. C'était quand même difficile de dire, je mène une politique monétaire restrictive pour calmer la demande, pour essayer de ralentir l'économie. Donc, je fais tout pour finalement retirer des liquidités. Et puis d'un autre côté, parce que la France va mal, parce que la France a un problème de dette, je finance sa dette directement en créant de la monnaie. Vous voyez que le message est passé mal. Et donc, on pouvait se dire que quand même, il allait avoir un problème pour qu'on ait ce filet de sécurité de la BCE pour être acheteur en dernier ressort. Parce que ce que veut un détenteur obligataire, il veut bien prêter à la France, mais il se dit, s'il y a un problème, qu'est-ce que je fais de mon obligation? Qui me la reprend? Oui, voilà. Et donc, est-ce que le marché est liquide? Voilà. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que l'inflation est partie. On est revenu en dessous de 2 dans la zone euro dans son ensemble grâce à l'énergie entre autres. Mais en gros, il y a quand même des bons signaux. En France, on est à 0,7 d'inflation. Donc, on est dans une situation beaucoup plus favorable. Et on sait que s'il y avait un problème budgétaire très fort, s'il y avait une défiance des marchés, la BCE maintenant a la capacité d'agir de manière plus importante et elle a pu lutter contre l'inflation. Donc, ça laisse quand même, ça crédibilise, ce qui fait que de nouveau, on a une sorte de protection entre guillemets, sur les marchés, de se dire, il y a quand même un prêteur en dernier ressort, si jamais ça va mal, c'est la BCE. Donc, on a quand même cet élément qui est venu depuis un an et qui redonne un peu de flexibilité. Mais attention, parce que plus votre niveau de dette est élevé, plus vous êtes sensible au taux d'intérêt. C'est toujours le problème, c'est-à-dire que c'est votre ratio dette sur PIB en lui-même, il ne veut rien dire, il ne dit pas si vous êtes solvable ou pas, mais il dit juste que un point de hausse de taux d'intérêt quand vous avez une dette à 110% du PIB, ce n'est pas du tout le même impact que quand vous êtes à 60% du PIB. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la France est beaucoup plus sensible qu'il y a encore quelques mois à la hausse des taux d'intérêt, et ça veut dire que grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste que le service de la dette va de plus en plus contraindre les dépenses publiques. Et donc ça, c'est moins d'argent pour l'enseignement, moins d'argent pour d'autres choses, pour l'action économique, etc. Bon. Donc il ne faut pas sous-estimer quand même cet impact-là. On est à 67 milliards de remboursements d'intérêts de dette en 2025. Ouais. On était à 55 en 2025. Et en 2020, on était à 25 ou un peu plus de 25 milliards. C'est le premier budget de l'État. Mais oui, donc ça sent le mur, Patrick Bertrand. On n'y est pas encore.
Après, ça peut être rassurant de se dire que maintenant la BCE a un peu les coups des franges pour pouvoir intervenir en achat d'obligations publiques. Il faut se réfugier derrière ça, quoi. Oui, c'est très intéressant, merci. Donc on voit bien que la contrainte FMI, on est protégé de la contrainte FMI. Mais on n'est pas protégé de la tension de crédit. On n'est pas protégé de la contrainte de la BCE. Et Dieu merci. Parce que ça aussi, ça a une des vertus, et particulièrement dans notre pays qui est tellement habitué aux facilités budgétaires. Quand on parlait du mur tout à l'heure, et pourquoi j'étais confiant, c'est parce que effectivement, une partie du risque pour la France, c'est d'être mis sous contrainte par la BCE. Plus ce que vous aviez évoqué sur l'augmentation des taux. Sur ce point-là, d'ailleurs, point d'interrogation sur le fait que l'Allemagne va potentiellement, pour financer son budget de la défense, avoir recours au marché financier. Et il n'est pas impossible, ce marché financier n'étant pas extensible à l'infini, il n'est pas impossible que ça crée des tensions sur les taux. Pourquoi ? Parce que si je suis prêteur, j'ai tendance à vouloir prêter plus facilement à l'Allemagne qu'à la France. C'est une démarche assez classique. Tu es super endetté, tu n'es pas endetté et en plus, tu es excédentaire dans ton budget annuel. Donc, je te prête à toi et donc ça va créer des différenциels. Donc, il y a potentiellement un risque d'écart entre France et Allemagne qui pourrait être très, très pénalisant pour la France. Mais d'ailleurs, il y a juste une chose. Il y a un petit signe qui trompe pas en ce moment, c'est les maturités très longues qui ont du mal à être placées sur les marchés obligataires. Exact. Vous avez peut-être vu au Japon, c'est quand même un signal. Le Japon va racheter la dette 20 à 40 ans. L'État japonais va racheter une partie de cette dette-là parce qu'ils n'arrivent plus à émettre sur des maturités très longues. Et on a vu aussi une baisse de l'appétit pour la dette américaine sur les émissions très longues, sur le 20 ans américain, ce qui montre que l'excès d'épargne est en train d'être fini au niveau mondial. Il n'y a plus d'excès d'épargne. Que maintenant, on a fini cette époque-là. Et donc, maintenant, pour les États, pour se refinancer à très long terme, ça devient très, 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 très compliqué. Donc, ça aussi, c'est un signal. Alors, il n'y a pas que la France qui est concernée, mais nous, la France, si on a une perception, ça se paiera par une prime supplémentaire. Voilà. C'est ce qu'on appelle le spread, l'écart de taux. Voilà. Et donc, aujourd'hui, avec l'Allemagne qui émet beaucoup plus, ça veut dire qu'on va nous demander une prime beaucoup plus forte. Et encore une fois, même si ce n'est pas la catastrophe, même si les marchés nous prêtent, mais si les marchés nous prêtent à 50 centimes de plus, ça veut dire des charges d'intérêt qui vont augmenter et donc moins de flexibilité budgétaire pour le reste, pour payer les retraites, pour payer l'enseignement, pour payer tout ça. Donc il faut bien comprendre, c'est pas un problème, c'est pas qu'il y a un moment donné c'est la chute, c'est pas qu'il y a un mur véritablement, mais à un moment donné on n'a plus de flexibilité budgétaire et donc ça se paye et ça se paye. Si vous me donnez un mauvais enseignement, vous le paierez en productivité dans les années suivantes. Ça se paye parce que à terme, votre système de retraite sera moins généreux, votre système de santé sera moins généreux. Donc quelque part, faut pas croire, mais ça se paye. Ouais, moi, je voudrais faire deux remarques là-dessus. Il y en a une, le sujet de la dette. On a parlé tout à l'heure de la capitalisation, mais je pense que le sujet de la dette, dans l'esprit des Français, en tout cas, pareil, il commence à infuser quand même globalement. Enfin, les gens disent oui, il y a un problème. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur la manière de le traiter, on est bien d'accord, mais enfin, moi, on est conscient du sujet. Et après, il faudrait qu'on fasse tous attention, parce que dès qu'on dit on va réduire ça, c'est on va réduire l'enseignement, on va réduire la police, machin, etc. Or, on sait très bien qu'on peut avoir le même niveau de service de l'État, si j'ose dire, en réduisant considérablement sur un tas de trucs, et je prends un mot qui n'est pas très joli, j'en conviens, qui ne servent à rien ou qui sont mal gérés. Vous voyez, on va certainement parler de la réduction des fonctionnaires, donc tout de suite, on voit dans certains médias, pas sur BFM Business évidemment, donc on va avoir moins d'infirmières, on va avoir moins de policiers, donc c'est inacceptable et compagnie. Mais non, c'est pas ça. On va réduire le nombre de postes de fonctionnaires qui, honnêtement, n'ont pas une utilité extrême ou qui ne fournissent pas assez de travail de manière générale. Donc, le fait de réduire, vous voyez ce que je veux dire, le fait de réduire le budget de l'État ne veut pas dire qu'on va réduire, encore une fois, il ne va plus y avoir d'infirmières. C'est pas ça le raisonnement. Voilà. S'il est vrai que chaque fois qu'on évoque la fonction publique, l'opposition, vous voulez donc moins de profs, moins de policiers et moins d'infirmiers. Les trois sujets un peu... Voilà, mais c'est pas ça la réalité des choses. On peut réduire l'État, y compris les collectivités territoriales, avec des postes qui aujourd'hui ne sont pas strictement obligatoires. Il y a aussi Au fond, ce que Christian évoque, c'est l'efficacité de la dépense publique. Comme toujours. Et qui est rappelée, réévoquée. Oui, on rabâche, ça c'est clair. Et les dirigeants d'entreprise, même si, au crime, je fais en voulant comparer la gestion d'une entreprise avec la gestion au jour le jour, pas la gestion d'un État au jour le jour des administrations, ce travail n'est pas fait. Il y a un sujet qui sera peut-être renseigné pour une fois. Alors, il l'a été un peu, mais vraiment là, de manière sérieuse dans le budget 2026. Mais on n'a pas assez de temps pour développer le sujet, mais juste pour vous indiquer que les Échos ont mis au jour ce matin une note de l'IFRAP
qui a identifié 7 milliards d'euros d'économies que l'on peut réaliser d'ici à 2029 en fusionnant ou en supprimant des agences et des opérateurs d'État. Par exemple, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale pourrait se marier avec l'Institut supérieur de l'aéronautique, le Musée de l'air et de l'espace et le Centre national d'études spatiales, pourquoi pas. Et donc, 7 milliards d'euros d'économies possibles, ça fait partie des éléments qu'Amélie de Montchalin a mis en avant comme étant des éléments fermes définitifs sur lesquels ils avaient décidé de s'attaquer de manière sérieuse. Les études de l'IFRAP sont quand même en général très pointues, détaillées, avec des chiffres, alors, etc. Quand on va parce que vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, Christian, il y a ce qui est économiquement efficace. Plein de choses sont économiquement efficaces. Après, il faut que ce soit politiquement votable et socialement acceptable. Quand on va, est-ce qu'on peut, parce que par exemple, l'IFRAP dit il faut privatiser Météo France, les voies navigables de France, l'audiovisuel public, l'école du Louvre, le musée d'Orsay, l'Opéra de Paris. Oui, le musée du Louvre, peut-être pas, effectivement, mais encore une fois, de toute façon, c'est un ensemble de mesures. Il n'y a pas le bouton sur lequel on va appuyer qui va régler tous les problèmes, même si les retraites, comme on l'a dit, sont un sujet majeur. Après, c'est un état d'esprit de dire on cherche à réduire les choses. On a parlé du millefeuille administratif, on parle du nombre d'agences de l'État qui sont trop importantes et compagnie. Donc, il y a des choses à faire là-dessus. Et c'est vrai qu'elles n'ont jamais été faites ou de manière totalement à la marge, quoi, hein. Mais dans la notion de privatisation aussi, ce qui peut choquer, si on reprend l'exemple du musée du Louvre, dans l'esprit, ça voudrait dire, en gros, la propriété du Louvre en tant que bâtiment et de son contenu serait transférée au privé. Mais il y a des mécaniques qui marchent très bien avec les concessions, les délégations de services publics et qui font en sorte que l'État continue à être stratège, conserve ses actifs stratégiques, en l'occurrence culturels, mais en confie la gestion à des gens qui appliquent les règles de base de la bonne gestion. Je suppose qu'au sein du Louvre, il y a beaucoup de gens qui sont déjà des sous-traitants, peut-être la sécurité ou c'est dangereux c'est un mot privatisation qui est extrêmement sensible pour l'ensemble de la population. Vous avez raison, il faut rappeler que les autoroutes, la concession est privée, mais l'asphalte sur lequel vous roulez avec votre voiture est la propriété de l'État. Que si ADP est privé, les pistes sur lesquelles atterrissent les avions appartiennent à l'État, qui garde la propriété du foncier. Bon, et effectivement, on ne va pas vendre l'intégralité du contenu du musée du Louvre à un milliardaire. Le compte va rester un milliardaire venu de je ne sais où.